Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du centre de la Haute-Côte-Nord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, on discute d'un problème courant auquel plusieurs consommateurs font face. Avoir de la difficulté à remplir ses obligations financières peut devenir rapidement problématique pour les personnes aux prises avec des dettes accumulées. Aujourd'hui, on parle de surendettement avec mes deux invités, Josée Saint-Gelais et Sarah-Ève Côté. Bonne émission. Bonjour Josée, comment ça va? Bonjour, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien aussi. Puis merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler du surendettement. Plaisir. Donc, toi, tu travailles chez Desjardins. C'est quoi ton. Qu'est-ce que tu fais comme travail chez Desjardins exactement? Au fond, moi, je suis conseillère en finances personnelles. Je guide les gens, là. C'est pas juste des placements, au fond, que je fais. Je fais du crédit, je fais des ouvertures de compte, des successions, puis des placements aussi dans les fonds et placements garantis liés au marché, des épargnes à terme. D'accord. Je fais un petit peu de tout, là. Oui, c'est ça. Donc, justement, on parle de surendettement. Peux-tu nous faire une définition de c'est quoi être surendetté? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est endetté? Au fond, quand on commence à avoir une impossibilité de voir qu'on n'est pas capable de payer nos choses puis qu'on en a plusieurs. Fait que là, c'est à se poser la question que là, il y a un problème. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas se rendre jusque-là, mais c'est quand on est dans l'impossibilité de pouvoir payer nos factures de crédit ou peu importe, là, il y a un problème. Exactement. Ça serait quoi le premier signe qu'on pourrait dire que l'on s'en va vers le surendettement? Au fond, le premier signe, c'est l'accumulation des retards sur les cartes de crédit ou sur des paiements quelconques. On a aussi, si on a des appels d'agence de recouvrement, c'est signe qu'on est endetté. Si on paye toujours le minimum dû sur des cartes de crédit, entre autres, si on n'est pas capable de payer toujours plus que les intérêts. c'est signe aussi qu'on est surendetté. Puis la visite d'un huissier, c'est rare, mais ça peut arriver fréquemment. Là, on en a vu plusieurs là, que ça arrivait. Là. Fait que c'est quand même les signes, les 4 signes les plus importants. Là. On peut dire qu'il y a des bonnes dettes. Oui. D'autres mauvaises, comme on est en train de parler. Mais c'est quoi la différence entre les deux? La bonne dette, au fond, c'est tout ce qui peut être de valeur augmentée. Ce qui veut dire, mettons, les hypothèques. Quand on fait un prêt hypothécaire, bien, on sait que l'actif va prendre de la valeur. Les mauvaises dettes, c'est tout ce qui est carte de crédit, prêt personnel, les prêts auto, parce qu'il y a une dépréciation du véhicule. Fait que c'est sûr que là, c'est une mauvaise dette, si on peut dire. C'est une bonne dette quand même, si on paye, mais c'est considéré comme une mauvaise dette. Là. Est-ce que c'est peut-être trop facile d'avoir accès à des cartes de crédit? Moi, je pense que oui, c'est vraiment beaucoup trop facile. Il y a des fois des cas que je vois qu'ils ont accès à des cartes de crédit puis qui ont comme plus ou moins une bonne carte de crédit, comme on appelle. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs façons. Des fois, c'est le taux d'intérêt qui est beaucoup trop haut, mais les gens veulent tellement avoir du crédit qu'ils sont prêts à s'endetter ou à genre 22 ou 30 % d'intérêt. Là. Fait que on en voit beaucoup, là, surtout en 2024, là, avec ce qu'on a vécu. Là, oui, avec le coût de la vie, j'imagine qu'il y a beaucoup plus d'endettés qu'il y a quelques années. Est-ce que vous voyez les statistiques? Oui, mais je vous dirais que depuis 2020, j'avoue que ça ne l'a pas touché. Ça m'étonne là, qu'on n'ait pas vu autant de restrictions, que les gens ne veulent plus emprunter. Au contraire, les gens n'ont comme pas arrêté de consommer puis de vouloir avoir du crédit, même à un taux quand même assez élevé. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça ne l'a pas empêché les gens là, de s'endetter puis d'avoir des cartes de crédit ou des prêts personnels à un taux quand même assez élevé, là. D'après toi, c'est quoi les causes principales du surendettement? Parce que c'est pas toujours le fait qu'un consommateur achète beaucoup. Ça peut être d'autres causes. La cause d'un surendettement, au fond, c'est le vouloir aussi de consommer à tout prix. Je comprends pas trop pourquoi que les gens font ça, mais bon, tu sais, tout le monde a des besoins, tout le monde a aussi, ou tout arrive en même temps, puis là, on est dans une situation où il y a le taux d'intérêt, fait que c'est un vouloir de vouloir consommer.
La peur aussi d'être exclu par la société, de ton groupe d'amis, d'avoir honte de ne pas avoir ce que les autres ont. Fait qu'on veut comme paraître bien, fait qu'on s'endette. L'herbe est toujours plus verte dans le... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. La hausse des prix immobiliers aussi, qui fait que c'est sûr que ça, c'est un gros enjeu là, en 2024. En 2023-2024, c'était un gros enjeu là, de surenchère de prix de maison qui n'avait pas de sens. Là, là c'est moins pire, mais on en voit quand même encore beaucoup, là, que l'immobilier est très haut. Puis la facilité du crédit pour un endettement croissant. Comme je te disais tantôt, ils réussissent à se trouver des cartes de crédit à un prix de pourcentage à 30 là, ça n'a comme pas de sens. Mais quand on veut du crédit et qu'on ne peut pas passer soit à la caisse, soit à la banque ou peu importe des institutions financières, bien, on fait affaire avec des cartes de crédit avec un taux d'intérêt là, extrêmement élevé. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, là, pour ne pas tomber dans le piège? Juste avant, là, tu sais, qu'on se dit, hop, là, au faut fond, que je fasse attention, là. C'est sûr qu'il faut évaluer toutes les dettes qu'on a. C'est la première base que tout le monde devrait faire, d'évaluer vraiment toutes les dettes, puis d'y aller avec celui qui a le taux d'intérêt le plus élevé. C'est qu'il faut prioriser, au fond, la dette la plus haute pour qu'il y ait moins d'impact possible à long terme. C'est la logique des choses. Après, on y va par étapes. C'est sûr qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup. On dit on va être capable, puis finalement, des fois, il y a des situations financières, des situations de vie personnelle qui arrivent. La maladie, ça peut, oui. La maladie, une perte d'emploi, il peut arriver de n'importe quelle raison que tu fais que tu ne peux pas payer nécessairement tes dettes, mais on essaye d'y aller vraiment par priorité. Puis, tu sais, c'est d'en parler aussi. Oui. C'est vraiment la première chose. Tu sais, les gens ont honte de dire qu'ils sont endettés. Faut pas. Oui, il y a encore beaucoup de préjugés. C'est très tabou encore en 2024, je ne peux pas croire, là, mais en tout cas, oui, je peux comprendre le concept d'avoir honte, mais c'est justement d'en parler qu'on peut s'en sortir. Fait que c'est sûr que c'est à considérer, là, c'est très important. Donc, vous êtes là pour ça, chez Desjardins, justement. Oui. Donc, quelqu'un qui a un problème de surendettement, ils vont vous voir et quelle sorte de service que vous offrez justement à ces personnes-là? Bien, moi, en tout cas, personnellement, je le fais aussi. J'offre des budgets avec les gens. Je vois avec eux les dettes qu'ils ont. Si on est capable de consolider un prêt ou plusieurs cartes ou peu importe, on peut essayer de rapatrier tout ça ensemble pour avoir un meilleur taux d'intérêt puis de faire comme un prêt personnel. C'est sûr qu'il n'y aurait plus accès à ces cartes de crédit, ni, mettons, à la banque ou peu importe, à la caisse. Il n'y aurait peut-être plus de crédit renouvelable qu'on appelle, mais c'est pour s'en sortir. C'est pas dit qu'il n'y en aura pas plus tard. C'est juste pour leur montrer que là, tu es endetté, on a une solution. C'est sûr que je vais être obligée de me priver pour d'autres choses, mais au moins mon nom n'est pas brisé puis ma carte de crédit n'est pas entachée. Fait qu'il y a ça qu'on peut faire, le budget. S'il est capable d'y aller sans emprunter pour rapatrier, on va faire un budget avec lui. On va dire, bien, ça te prend tant à tous les mois, fait qu'on fait un budget complet. Sinon, si on n'est pas capable, tout dépendamment aussi s'il est capable de passer au crédit ou pas. Il y a le Visa, si on a des cartes de crédit Visa, ils font des restructurations financières sur des prêts ou des financements accordés ou des choses comme ça. Les autres sont capables de faire comme un genre de prêt qu'on paie un montant à un taux d'intérêt fixe puis qu'ils remboursent. C'est comme la même façon, il ne pourra peut-être plus utiliser sa carte de crédit, mais au moins, ils vont pouvoir rembourser à un montant moindre que s'ils devaient payer le 500 ou 1000 pièces par mois là, d'un paiement dû. OK. Fait qu'on fait ça. Et sinon, c'est sûr qu'on est restreint. Ça dépend aussi de la cote. Ça dépend de... On essaie le plus possible d'aider les gens, essayer de trouver des solutions, ça, c'est sûr, certain. Mais c'est sûr qu'il y a des fois que ça fonctionne plus ou moins. Ça dépend du cas par cas. Est-ce que rendu là, la faillite est une bonne... Pas vraiment. Ouais. Je vous dirais que... On entend souvent parler de ça. Là, j'ai fait faillite. Ou une proposition de consommateur. Il y en a beaucoup qui choisissent ça. Je ne vous dis pas que c'est mieux un que l'autre. C'est juste que la faillite, c'est quand même, le nombre d'années est quand même assez long. C'est 7 ans. Puis après, c'est un peu plus difficile. Tandis que la consolidation, c'est 5 ans ou 3 ans, tout dépendamment sur combien de temps qu'on la paie. Puis c'est surtout, si vous êtes capable de payer
avec la proposition, les montants que vous devez aux créanciers, à tous vos créanciers, ça va vous aider beaucoup plus que si vous faites une faillite, qu'eux, ils ne remboursent pas toutes. Ils remboursent une partie de vos créanciers. Fait que c'est Donc, plus la difficile. dette reste quand même. Oui, c'est ça. La dette reste dans le dossier. Ouais. Fait que c'est sûr que ce serait... Je préférerais plus la proposition au consommateur, mais ni un ni l'autre serait envisageable. Mais bon, si on est rendu là, je proposerais plus là, la proposition au consommateur que la faillite. D'après toi, est-ce que l'éducation financière est assez mise de l'avant? Non, moi je crois que non. Parce que, tu sais, oui, on fait des représentations, moi et ma collègue Amélie, dans les écoles secondaires. Ceux qui finissent en secondaire 5, on leur apprend un peu le mode de vie financier quand ils partent. Fait que, mais c'est pas assez, on n'a pas assez d'outils à leur conseiller. Ça prendrait vraiment une meilleure formation. Puis je te dirais que même de 20 ans à 65 ans, là, c'est aussi inconnu que les finissants, là, parce qu'il y en a qui viennent dans mon bureau, puis c'est comme, ils savent pas comment ça fonctionne. Et ils ont des paiements, mais ils ne savent pas qu'ils ont un taux d'intérêt s'ils ne payent pas au complet le mois suivant. Puis c'est des taux quand même à 22 là, c'est pas rien. Là. Fait que les gens ne sont vraiment pas assez outillés ni assez d'informations dans leur poche là, pour veiller à savoir c'est quoi un financement puis comment ça fonctionne. Là. Fait que je pense qu'on devrait s'investir un peu plus davantage à donner plus de formation là, pour les gens là, de tout âge. De tout âge, là, c'est pas juste les jeunes, là, c'est vraiment de tous âges. Bien, dans le fond, il faudrait que ça soit mis déjà à jeune, à l'école peut-être, un cours d'économie ou... Oui, bien, oui, il y en a sûrement, mais je pense que c'est pas assez long pour... Il faudrait passer plusieurs heures à expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est sûr qu'on a la base, ils ont toute la base au fond, mais ils n'ont pas vraiment le concret de comment ça fonctionne. Eux, ils voient ça sur le formulaire quand ils reçoivent leur carte de crédit, puis ils se disent « Ah, OK, c'est beau, je vais la payer ». Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours un processus les financements accordés aussi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup un manque, là, puis les gens arrivent dans mon bureau, mais on ne me l'a pas dit. Bien, c'est ça, c'est de prendre l'information. C'est sûr qu'on n'est pas en arrière d'eux, là, mais c'est pas gênant de venir à la caisse et de nous faire expliquer comment ça fonctionne. Moi, en tout cas, quand je donne des cartes de crédit, j'essaie vraiment d'expliquer de A à Z comment ça fonctionne, puis que je leur dis si c'est assez avantageux pour eux ou pas, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des cartes de crédit. Il y en a qui ça dépend de leurs besoins qu'ils ont. Chaque personne est différente, fait que chaque personne on leur octroie quelque chose à eux et pas nécessairement une carte de crédit. Là. Fait que, oui, je pense qu'il manque un peu d'information, puis d'éducation financière. Donc, Josée, merci beaucoup pour tes bons conseils. Merci. Et puis, on va prendre 30 secondes de pause. Au retour, on discute avec Sarah-Ève Côté du CGE qui nous parle de Mes finances, mes choix. À tantôt. Bonjour Sarah-Ève, ça va bien? Ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va super bien. Donc, Sarah-Ève, tu es là pour nous parler de la formation Mes finances, mes choix. Oui. Mais avant d'en parler, donc toi, tu es employée au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Qu'est-ce que tu y fais exactement là-bas? Ça fait environ 1 an là, que je suis au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord. Donc, notre siège social est au Bergeron, mais on a un point de service aussi à Forestville. On couvre la Haute-Côte-Nord au complet. Donc, là, pour le programme Mes finances, mes choix, on peut dispenser la formation partout sur le territoire. Oui. Moi, je travaille dans le volet créneau Carrefour, qu'on appelle. On est 3 personnes à travailler dans ce volet-là. Il y a le volet persévérance scolaire qui est dans le créneau Carrefour, autonomie personnelle et sociale, puis développement de projet, qui est plus ce que je fais, là, projet d'entrepreneuriat, bénévolat, volontariat. Pour les 15-35 ans environ, là, des fois, on peut faire des petites exceptions par-ci, par-là. Que le programme Mes finances, mes choix, ça fait partie de... Ça rime bien là, avec l'autonomie financière, même le développement de projet, des fois, ben ça rime bien, mais c'est un programme là, à part financé avec une autre enveloppe budgétaire. D'accord. Puis c'est ça. C'est à peu près ça mon rôle. Puis on est 3 personnes accréditées au Carrefour pour donner des formations Mes finances, mes choix. C'est un atelier d'éducation financière. C'est quoi l'objectif premier de cette formation? C'est de donner juste des ateliers d'éducation financière pour essayer que les jeunes, ou les moins jeunes aussi, là, mais en particulier les jeunes deviennent plus confiants dans leur vie future,
qu'ils puissent faire des choix plus éclairés, là, en toute connaissance de cause, pour essayer d'élargir un peu leurs horizons, puis qu'ils soient plus aptes à prendre des bonnes décisions là, pour leur futur, puis toutes leurs grandes étapes de vie. D'accord. Donc, quels jeunes sont ciblés exactement? Est-ce que c'est plus adolescents, jeunes adultes? Ça s'adresse principalement aux 16-25 ans. OK. Mais donc, on peut donner les ateliers soit en présence ou à distance. Mais des fois, là, on peut aller chercher d'autres groupes de personnes qui pourraient bénéficier de ces ateliers-là. Comme au Carrefour, on a une personne qui s'occupe, là, a fait l'accueil, une agente d'accueil en immigration. Donc, on peut donner des ateliers aux nouveaux arrivants. Des fois, les termes financiers sont différents d'une région à l'autre, des fois même, ou d'un pays à l'autre. Fait que pour ces gens-là, ça peut être bénéfique. Donc, même si c'est pour les 16-25 ans, bien, des fois, d'élargir un peu nos horizons puis de les offrir à d'autres groupes, d'autres clientèles, ça peut être pertinent. Oui. Sinon, des fois, on va dans les écoles secondaires. Il y a un programme d'éducation financière en 5e secondaire là, depuis quelques années qui est revenu dans les écoles, mais on peut être là de façon complémentaire pour donner d'autres informations ou sous une autre forme, ou à d'autres niveaux secondaires. Ça peut être au centre d'éducation des adultes, ça peut être dans des organismes jeunesse ou qui ont une clientèle de tout âge. Ça peut être aussi directement là, dans nos locaux du Carrefour à des jeunes qui sont soit sur le marché du travail, soit plus éloignés du marché du travail qui viennent profiter de nos services. Des participants qui viennent déjà, bien, on peut en profiter pour donner un atelier Mes finances, mes choix en même temps. Est-ce que c'est long comme formation? Ça dure combien de temps? Ça dure, les ateliers, il y a 17 modules qui sont conçus pour être à peu près de 2 heures. Okay. Des fois, on l'adapte là, pour rentrer dans une période de classe, par exemple, ou si les gens ont des questions et qu'on a plus de temps, bien, on peut l'étirer un petit peu aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est environ 2 heures en moyenne. On est, quand tantôt je disais qu'on était 3 personnes accréditées, on a suivi des formations là, pour pouvoir donner ces ateliers-là, mais on n'est pas des conseillères financières, là, comme Josée tantôt, on n'est pas des spécialistes, on est juste des facilitatrices. Puis fait que des fois, on peut référer là, si les gens ont des questions qui sortent un peu de nos connaissances puis du matériel clé en main qu'on a déjà. On a été formés par Desjardins. Quand on diffuse des ateliers, on y va de façon neutre, objective. On ne fait pas vraiment de promotion quand on va diffuser nos ateliers. Mais oui, on a été là, formés par des personnes qui travaillent pour Desjardins. Puis le programme est financé. Donc, vous collaborez oui, avec Desjardins. On est des partenaires diffuseurs. Puis c'est partout au Québec, là, c'est souvent des organismes jeunesse, souvent des Carrefour Jeunesse Emploi ou d'autres organismes qui sont des partenaires diffuseurs qu'il y a des gens au sein de l'organisation qui sont formés pour aller diffuser ces ateliers-là. Puis c'est financé par Desjardins là, qui nous paye, ils payent une petite partie de mon salaire, dans le fond, pour mettre du temps à me préparer et puis à aller animer ces ateliers-là. Donc, dans cette formation, c'est quoi les sujets qui sont abordés plus précisément? Comme je l'ai dit tantôt, il y a 17 modules. Souvent, on a un petit résumé là, des modules qu'on peut envoyer aux gens qui sont intéressés par les ateliers pour qu'ils puissent choisir les sujets qui répondent aux besoins de leur clientèle. Que je peux nommer les modules là, vite. Les 2 premiers, c'est 2 modules qui nous sont demandés souvent. Le premier, c'est budget. Donc, c'est sûr que là, c'est la base. C'est la base. Oui. Mais tous les modules, là, ils se servent un et l'autre, là, c'est ça. Mais budget, première étape, si on veut penser éducation financière. Fait qu'on a des outils là, dans le module qui peuvent servir à faire un budget. Puis souvent, on essaie de trouver une motivation là, aux gens pour pouvoir faire leur budget puis réaliser un projet, par exemple. Ensuite, le deuxième module, c'est crédit. Donc, crédit est quand même aussi demandé. Puis là, tantôt, on l'a vu avec Josée, c'est quand même un sujet là, qui peut mener au surendettement. Donc, dans ce module-là, on parle des avantages, des inconvénients, des types de crédits, puis justement aussi des pièges un petit peu à éviter là, pour ne pas se retrouver dans une situation de stress financier, puis d'y aller avec nos moyens. Ensuite, on a bien de consommation et acheter, épargner. Fait que bien de consommation, c'est plus au niveau des influences de la société sur nos choix, puis de respecter peut-être nos valeurs, puis de ne pas se laisser piéger par le marketing. Et acheter, épargner,
On parle des types d'épargne, des différents comptes épargne. Après ça, d'avoir une consommation réfléchie. Puis le 5e module, c'est le surendettement. Souvent, des fois, c'est un petit peu moins un atelier qu'on donne au niveau secondaire, parce que là, les jeunes, ils n'ont pas nécessairement 18 ans, ils n'ont pas encore eu beaucoup accès au crédit. Mais dans ce module-là, on parle du stress financier, on parle de c'est quoi les signes avant-coureurs. qui peut nous montrer qu'on vit une situation de surendettement. Puis tantôt, on en a nommé là, de payer juste le minimum dû sur nos cartes de crédit, par exemple, de couper dans l'épicerie, des trucs comme ça. Puis on parle des solutions, là. Fait que on n'est pas des conseillères financières. Ben, on peut référer les gens si on voit qu'ils vivent une situation stressante. Là, on peut les référer après, mais donc, dans les solutions, là, au bas de l'échelle, la réorganisation budgétaire. Fait qu'on peut faire des liens avec le module sur le budget, jusqu'à la dernière étape, la faillite, là, qui est le cas plus extrême. Mais tout ce qu'il y a entre les deux, bien, on en parle dans ce module-là. On a un module sur l'alimentation, donc on donne des trucs pour économiser à l'épicerie. Tantôt aussi, on parlait, ça a un peu de lien aussi avec le surendettement, comme le coût de la vie a augmenté, puis à l'épicerie. Fait que des petits trucs pour économiser, c'est toujours bienvenu, puis même nous, on les utilise au quotidien. On a un module sur le transport. Là. C'est sûr qu'en Haute-Côte-Nord, le transport en commun, c'est pas très présent, mais on parle quand même dans ce module-là, pas juste du transport en commun. On parle aussi d'acheter une première voiture, par exemple. Donc, d'y aller selon nos moyens financiers, puis nos besoins. On a un module partir en appartement. Encore là, comment faire une recherche de logement, y aller toujours selon nos moyens financiers. Puis on parle du bail, là, qui est quand même des fois, ça peut être notre premier contrat ou notre deuxième là, après. On a un module qui s'appelle Protection du consommateur. On fait découvrir un petit peu aux jeunes ou aux moins jeunes l'Office de la protection du consommateur. C'est quoi nos droits, nos devoirs en tant que consommateur, mais aussi de la part du commerçant. Fait que des fois, ça peut être utile là, pour ne pas être dans une situation où il y a un abus. Ensuite, on a un module sur le cellulaire. Ça aussi, c'est souvent une première étape, un premier achat là, à l'adolescence ou jeune adulte. Oui. Encore là, c'est dans les premiers contrats qu'on signe, donc de choisir son forfait. Puis on parle aussi, là, qui est un petit peu moins éducation financière, mais dans ce module-là, il y a une partie aussi sur c'est quoi les avantages, les inconvénients, là, que tout le monde ait un cellulaire maintenant, puis qu'on l'utilise beaucoup. Et ça vient avec des plus, mais aussi des moins. Puis de la sécurité numérique aussi, on l'aborde un petit peu dans ce module-là. On a un module sur les études, donc comme avoir réfléchir son projet d'études puis les moyens de le financer. Un module sur les revenus d'emploi. Donc là aussi, encore là, comme chaque module, une autre étape de la vie. Souvent, quand on a un premier emploi, on a un premier relevé de salaire, un relevé de paye. Donc le comprendre, les déductions. On parle là aussi dans ce module-là du travail au noir. On a un module sur le marché du travail. Donc ça aussi, les normes du travail, on parle de la CNESST. Donc en tant qu'employé et employeur, mes droits, mes responsabilités, mes recours si jamais je vis une situation. Donc pour les jeunes qui ont un premier emploi, là, ces deux modules-là, revenus d'emploi, marché du travail, des fois on essaye de voir ces modules-là avec eux pour qu'ils puissent avoir des expériences de travail positives. On a un module impôts et taxes, donc c'est pas, on ne montre pas aux gens comment faire leur déclaration de revenus, mais c'est quoi leur responsabilité à cet égard, notre devoir de citoyen. Donc à quoi servent l'argent qu'on paye quand on paye des taxes, quand on paye des impôts. C'est quoi un avis de cotisation, des nouveaux termes financiers des fois, ça leur fait les jeunes l'entendent pour une première fois, puis après ça, ben, quand ils le réentendent, ils savent, ça leur allume une petite lumière, puis ils savent au moins un peu où s'en aller. On a un module sur les services financiers. On parle des différentes institutions financières, des services bancaires, des opérations là, courantes. Un module sur les assurances qui sont obligatoires, les assurances les plus courantes aussi. C'est quoi nos responsabilités, encore une fois. Et un module investir, on le fait un peu moins souvent, mais si jamais là, des gens se sont intéressés à faire des investissements, bien, on parle un peu de c'est quoi un profil d'investisseur, choisir son placement, puis de pouvoir avoir des avantages fiscaux intéressants là, si on a un petit montant à investir. D'accord. Pendant ces formations-là, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent des jeunes?
Je suis toujours surprise de voir que les jeunes sont très intéressés là, à l'éducation financière, puis que finalement, des fois, ils ont des petites connaissances de base, mais ils pensent pas qu'il y a autant de possibilités. Quel sujet qui semble plus intéresser les jeunes pendant la formation? C'est sûr que les jeunes, ils aimeraient ça. Quand ils voient là, le potentiel de leur argent, puis qu'il n'y a pas de petite économie, ben ça, je pense que ça les intéresse parce qu'ils voient que, oui, il y a l'intérêt négatif, comme on parlait du crédit là, tantôt, mais il y a aussi de l'intérêt positif, puis c'est possible de faire de l'argent avec notre argent. Fait que ça, quand on aborde l'épargne, je pense que ça les intéresse beaucoup. D'accord. Et avec quel outil qu'ils repartent, ces jeunes-là, après la formation? Dans le matériel là, qui est clé en main, on a des boîtes à outils qu'on remet là, à la fin de chaque atelier. Il y en a une boîte à outils pour chaque module. Dans ces boîtes à outils-là, il y a un petit résumé de ce qu'il faut retenir. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé, là, les points importants, ils peuvent aller les revoir après. Il y a les trucs et astuces là, en rafale dans les boîtes à outils. Donc, si on parle de l'alimentation, les trucs pour économiser, ils peuvent aller se référer à ça. Puis il y a aussi, là, dans la boîte à outils, les outils disponibles, donc des fois des références vers des sites Internet. Aussi, comme dans le budget, il peut y avoir des gabarits de budget vierges à remplir. Ou des liens, quand on parlait de l'Office de protection du consommateur, il peut y avoir le site Internet. Quand on parlait du crédit, il peut y avoir un lien pour aller consulter sa cote de crédit, des trucs comme ça. Crois-tu que ça devrait être un cours donné d'emblée à l'école? Bien, je pense que oui, là, tous les jeunes auraient à bénéficier de ces petits trucs-là du quotidien, ces astuces-là, puis de au moins entendre une première fois ces nouveaux termes financiers-là qui font partie là, des grandes étapes là, de la vie. C'est sûr que le programme est déjà chargé au niveau secondaire, mais des fois sur l'heure du midi, où on pourrait l'offrir peut-être là, à d'autres moments où il y a un petit moment libre, puis que oui, tous les jeunes aient accès, ça serait le monde idéal. S'il y a des gens à la maison qui seraient peut-être intéressés à recevoir la formation, comment on vous contacte? C'est de communiquer avec le Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Côte-Nord. Vous pouvez nous contacter par téléphone 581-324-1110. Sinon, oui, on a une page Facebook aussi, là, c'est Carrefour Jeunesse Emploi HN. Vous pouvez nous écrire sur Messenger ou là, par courriel aussi, on répond assez rapidement. Pour ma part, mon adresse courriel, c'est Sarah, SRAH, _Eve.côté, à commercial-cje.qc.ca. Parfait. Et si tu aurais un conseil à donner aux jeunes sur l'importance, là, justement, de bien faire ses finances, ça serait quoi? Je pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais choix de consommation. Chacun, là, il va avec ses désirs, ses valeurs, mais il faut y aller aussi en respectant ses moyens financiers. Donc, d'avoir ces outils-là, d'être curieux puis de vouloir apprendre un peu là, sur le monde financier, ça peut juste être utile pour leur vie future. Mais c'est ça, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais de s'informer avant d'agir puis de prendre le temps de faire des choix réfléchis, je pense que c'est ça l'idéal. Merci, c'est un très bon conseil. Et sur ça, je vous dis merci à toi et à Josée aussi également qu'on a vu en première partie de l'émission. Et également, merci à vous à la maison. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans Tabou. Bye! Puis moi, il n'y a pas une journée que j'ai pas mal au ventre dans ma vie. Ça arrive jamais. À tous les jours, j'ai mal au ventre. OK. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière des Caisses Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de la Haute-Côte-Nord.